Et donc, Agathe Soubi et Bénédicte Marabé vont venir vous présenter une étude. Alors, dans le cadre des travaux qu'on conduit de manière régulière avec notre agence régionale de santé, nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années sur les bilans d'activité des MDPH. Et donc, dans le cadre de ces travaux, l'ARS et le CREAI, on a souhaité travailler plus particulièrement en sollicitant les MDPH avec lesquels on avait déjà l'habitude de travailler sur ces rapports d'activité, sur la mise en œuvre de réponses accompagnées pour tous dans notre territoire, et notamment en travaillant avec les référents RAPT qui existent dans quasiment toutes les MDPH. Et donc ce sont des travaux qui ont été conduits tout au long de l'année 2020 et qui se sont achevés en février 2021, je crois. Et donc, on va essayer de dérouler les 4 axes de RAPT en illustrant avec un certain nombre d'actions, d'innovations ou de chiffres et de données pour voir comment ces 4 axes se sont déployés dans notre région Nouvelle-Aquitaine et quel bilan on peut essayer d'en faire aujourd'hui en ce 13 avril 2022. Agathe, c'est toi qui as la parole pour commencer, je crois. Voilà, donc on ne vous apprend pas que la démarche RAPT est en déploiement depuis début 2018, même un petit peu avant pour des départements pionniers. Et l'objectif donc étant bien sûr de mobiliser pour co-construire des solutions pour toute personne en situation de handicap qui en avait besoin. Donc on a souhaité faire un bilan assez rapidement après le début de cette mise en œuvre, avec une étude donc qui s'est déroulée sur un temps très court et un peu perturbé, si vous vous en souvenez. Donc on s'est concentré sur 2 choses, les grilles de remontée trimestrielle suivies de la démarche RAPT de la CNSA, donc celle de 2019, et on a fait une petite réactualisation pour cette présentation, parce qu'on est bien conscient que cette journée d'études en fait est centrée au départ autour de cette restitution, et cependant les données sont un petit peu anciennes. Donc on vous demande un petit peu de bienveillance par rapport à ce temps long, mais qui permet quand même, qui a l'intérêt de faire un retour en arrière sur quelque chose qui s'est mis en place assez récemment quand même. Nous avons complété avec des entretiens menés en visio, bien sûr, auprès des 12 référents RAPT et parfois auprès de leur direction de MDPH fin 2020, donc anciens aussi. C'est pour ça que les informations qu'on va vous présenter, notamment sur la partie Cali, elles ont certainement évolué depuis. Donc on vous présente, on fait un petit peu un retour dans le futur. Donc on a parlé des 4 axes de travail, on a essayé de les investiguer. Donc le premier étant la mise en place du dispositif d'orientation permanent, appelé par son petit nom le DOP, et qui repose sur 2 outils, le GOS, donc le groupe opérationnel de synthèse, et avec ou pas les PAG, donc les plans d'accompagnement globaux, qui sont connus à peu près de tout le monde ici dans la salle. Le deuxième axe, donc, c'était le déploiement d'une réponse territorialisée accompagnée pour tous en lien avec la transformation de l'offre, donc voir comment ça se présentait dans les départements. L'axe 3, qui n'est pas le plus facile à investir, qui est certainement perfectible dans les départements, c'est la participation et l'accompagnement par les pairs. Et enfin, l'axe 4, qui était centré sur un accompagnement au changement des pratiques, sur des nouveaux outils et la mise en place de formations pour déployer et accompagner cette démarche. Donc maintenant, Bénédicte va vous présenter essentiellement des chiffres sur l'axe 1. Voilà, donc l'axe 1, comme vous l'a présenté Agathe, c'est le DOP, le dispositif d'orientation permanente, qui s'appuie sur 2 nouveaux outils qui ont été créés à l'occasion de la mise en place de cette démarche RAPT, qui sont donc notamment les PAG, les plans d'accompagnement globaux. Donc au niveau régional, vous voyez sur 10 départements, les données ne sont pas remontées pour les autres.
il y a 350 demandes de PAG qui ont été repérées en 2020. Au moment où on a fait la collecte, là, au mois de mars, auprès de la CNSA, les données 2021 étaient incomplètes. Hein, donc c'est pour ça que, effectivement, on a des données qui datent un petit peu. La première chose qui sort du graphique, c'est que les pratiques sont très différentes d'une MDPH à l'autre. Hein. Il y en a qui utilisent beaucoup cet outil, il y en a moins. Il y a un lien parfois avec le nombre d'habitants, hein, mais pas nécessairement. Donc, on voit finalement que il y a des modes de fonctionnement et des pratiques qui sont très différentes d'une MDPH à l'autre. Ces demandes de PAG se partagent à peu près en deux grands groupes. Une moitié qui est déposée directement par les personnes concernées ou par leurs représentants. Bon, elles ont été conseillées par des personnes qui les accompagnent. Et une autre moitié qui est initiée directement par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation qui a pu être saisie par un établissement médico-social, par l'éducation nationale, par l'ASE. Si on essaye de faire un petit peu des typologies des publics qui vont faire l'objet de ces demandes, pour les enfants, on voit que le risque d'une rupture scolaire, c'est quand même un facteur déclenchant très important, et ça va être aussi des enfants qui vont présenter des troubles du spectre de l'autisme, qui vont présenter des pathologies psychiatriques, et souvent il y a un cumul de handicaps et également une problématique socio-familiale qui est assez importante. Au niveau des adultes, ben, c'est des catégories un petit peu hétéroclites, je dirais, avec une partie de jeunes adultes, notamment des jeunes issus de l'ASE qui voient leur accompagnement ASE s'interrompre et du coup un équilibre de vie qui est un peu mis en péril. Des publics cérébro-lésés, c'est des personnes souvent pour lesquelles il y a des difficultés d'évaluation précise des besoins. Hein. C'est un public très large entre des situations de quasi polyhandicap et puis des situations où il y a des restrictions de l'autonomie, des problèmes de communication, mais qui sont moins prégnants, mais qui néanmoins vont nécessiter des accompagnements, et puis des personnes handicapées vieillissantes où à un moment donné, l'accompagnement dont elles bénéficiaient est plus adapté et ça peut mettre en difficulté leur parcours de vie, les réponses qui sont faites. Par rapport à 2019, donc qui était l'année antérieure pour lesquelles on avait des données, il y a une baisse globale de 7% du nombre de demandes de PAG qui peut être attribuée de façon assez importante à la crise sanitaire de 2020, les mois de confinement où il y a eu beaucoup moins d'activités au niveau des MDPH. Alors, il y a quelques MDPH qui nous ont donné des éclairages sur leur activité et qui viennent soit dans un sens, soit dans un autre concernant ces demandes. En Gironde, par exemple, ils ont constaté en 2020 une augmentation très importante de demandes de la pédopsychiatrie pour des enfants pour lesquels la prise en charge en hôpital de jour s'arrête. Hein, souvent, c'est 12 ans. La pédopsie a bien remarqué qu'il y a ce dispositif qui a été mis en place et que pour un certain nombre d'enfants, ça pourrait être intéressant qu'il y ait ces plans d'accompagnement globaux parce qu'il n'y a pas de réponse médico-sociale qui peut s'enchaîner automatiquement et donc c'est des enfants pour lesquels on reste un petit peu en difficulté. À l'inverse, la Haute-Vienne a signalé que chez eux, le nombre de demandes de PAG était en baisse. La MDPH l'explique par les acteurs se mettent en mouvement par anticipation et finalement n'attendent pas qu'on soit proche des situations de rupture pour intervenir. Donc il y a vraiment ce travail qui est fait important en anticipation et dans ce département, mais dans d'autres aussi, le déploiement des PCPIE et les réponses qu'ils apportent évitent justement de se trouver contraints à demander un PAG pour avancer sur une situation. Alors, entre les PAG demandés et les PAG signés, vous voyez qu'on est à peu près à la moitié. Donc, il y a 173 PAG qui ont été signés
en 2020, toujours sur 10 départements. Très essentiellement, c'est des PAG qui concernent des enfants. 84%, c'est pour des enfants. Au niveau des adultes, on a 16%, dont 2% de jeunes relevant de l'amendement Creton. Contrairement à ce qu'on aurait peut-être pu penser, la situation d'amendement Creton n'est pas nécessairement une situation qui va nécessiter la mise en place d'un PAG. Je vous dirai un peu plus tard qu'il y a beaucoup de jeunes sous amendement Creton en Nouvelle-Aquitaine. C'est un effectif qui augmente. Pour autant, bon, ils continuent à être accompagnés dans l'établissement qui les accueille. Donc, c'est pas pour ces publics que ça va être mobilisé le plus. Il y a également les situations critiques. Donc, au sens de la circulaire de 2013, voilà, je la rappelle, une situation critique, c'est à la fois une situation qui implique une complexité de la prise en charge, qui elle-même implique un risque de rupture ou qui met en péril l'intégrité, la sécurité de la personne qui est mise en cause. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le nombre de PAG signés ne correspond pas toujours au nombre de PAG élaborés. Il y a plus de PAG qui ont été élaborés, mais il y en a certains qui n'aboutissent jamais à une signature, parce qu'il faut que la personne ou le responsable légal de la personne le signe pour qu'il soit validé, et les MDPH se retrouvent parfois en difficulté pour obtenir cet accord, notamment pour des parents dont les enfants relèvent de l'ASE, et beaucoup de MDPH soulignent quand même ce côté très chronophage, hein, quelquefois, d'essayer de convaincre les parents de signer ce PAG, et ça n'aboutit pas. Et des demandes de PAG voilà, n'aboutissent pas car aucune solution n'a été trouvée. Alors, il y a les gosses qui sont organisés, hein, les groupes opérationnels de synthèse. Là, de la même manière, vous voyez au niveau de l'activité des MDPH qu'il y a une très grande variété dans le recours à l'organisation de ces groupes de travail très opérationnels, comme leur nom l'indique, hein, voilà, il y a des écarts très importants, donc c'est assez publicité dans les Deux-Sèvres, hein, c'est la MDPH qui en organise le plus. Alors, il y a deux types de groupes opérationnels de synthèse. Il y a les groupes 1 et les groupes 2. Les groupes 2 sont plus élargis et impliquent la présence de l'ARS, du conseil départemental. C'est très apprécié des MDPH, hein, ça arrive à peu près dans le tiers des groupes, c'est très apprécié des MDPH parce que ça permet d'avoir tous les interlocuteurs et que les ARS puissent se rendre compte vraiment des situations auxquelles sont confrontés les MDPH, qui sont souvent très complexes, même si bien sûr ces situations ne sont pas méconnues des ARS. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a un tiers des PAG qui ont pu être formalisés sans réunion physique des gosses, mais qu'à l'inverse, il y a des demandes de PAG qui peuvent nécessiter la mise en place de plusieurs gosses et qui ne vont pas nécessairement aboutir à un PAG. Quelquefois, il y a un constat d'échec et il y a des situations qui n'arrivent pas à trouver de solutions adéquates. Une partie des MDPH, 4 sur les 10 pour lesquels on a des données, ont associé des pairs, alors que ce soit de façon ponctuelle ou de façon plus régulière à ces gosses. Donc c'est intéressant d'avoir ce regard aussi de la personne qui, avec son expertise, va pouvoir apporter peut-être des idées de solutions et mieux comprendre les attentes des personnes. Alors, quels sont les types de réponses et de solutions qui sont proposées pour les PAG et les situations critiques? Ce qu'on voit à travers le graphique, c'est un cumul de diverses solutions qui vont être mises en œuvre. Alors, il y en a 3 qui se dégagent quand même de façon assez importante. Ces 3 leviers importants. C'est une meilleure coordination, en particulier avec la pédopsie, puisqu'on voit que 84% c'est des enfants, et un ESMS, hein, qui est des prises en charge conjointes
qu'il y ait des meilleures relations et une meilleure cohérence dans la prise en charge qui va être proposée. Il peut y avoir une admission temporaire, quelquefois elle est temporaire, mais ça permet de soulager et d'apporter du répit à la famille, ou définitive dans un ESMS pour 45%. Et puis, le recours à un PCPE pour 30%. Alors, bien évidemment, les PCPE sont mobilisés pour bien d'autres solutions que celles qui relèvent d'un PAG, hein, puisque là, en gros, sur 175, 30%, on va dire que ça fait 60 entrées dans un PCPE via un PAG en 2020, alors que, en gros, il y a eu pas loin de 400 entrées dans un PCPE en 2020. Donc, c'est une partie quand même minoritaire de leur population. Et puis, il y a d'autres leviers qui sont utilisés, un soutien financier de l'ARS ou des conseils départementaux, notamment pour l'ARS avec les crédits non reconductibles, et puis vraiment du travail au point par point, hein, vraiment du travail très personnalisé pour qu'il y ait des dérogations voilà, par rapport à certains agréments pour tous des établissements qui relèvent à la fois de l'ARS, du conseil départemental pour l'ASE, pour une grande partie des situations, hein, puisque c'est 40% des situations qui sont concernées. Alors là, on arrive à l'axe 2. Donc, on a investigué un petit peu, ça c'était plutôt sous la forme qualitative, hein, au travers des entretiens, comment la RAPT permettait d'apporter une réponse territorialisée. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs outils qui étaient mobilisés, qui étaient à disposition et qui étaient en train de se déployer. Alors, d'une part, eh bien, essayer de mieux connaître les ressources. Donc, bien sûr, quand on connaît mieux les ressources, on peut prioriser les admissions, trouver les solutions aux besoins des personnes. Hein. Alors, on a eu l'exemple, on l'a mis en exergue parce qu'elle nous en a parlé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres établissements, d'autres MDPH qui y ont pensé ou qui l'ont mis en place. En tout cas, la MDPH de Charente-Maritime nous a expliqué comment elle a mis en place un observatoire départemental du handicap pour recenser et pour actualiser les ressources disponibles en fonction du type de handicap, mais aussi les prestations en lien avec la plateforme territoriale d'appui, hein, donc les actuels DAC. Cet observatoire permet de renseigner les familles de façon fiable. Alors, sans mettre en place un observatoire, on sait que d'autres MDPH nous ont dit bah, nous, on a un petit département, on communique très bien, on est bien au fait des ressources. Donc, il y a aussi d'autres techniques qui sont mises en place depuis bien longtemps qui permettent de se connaître. Mais il est clair que tous nous ont dit que RAPT avait appris à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble. Les pratiques partenariales, d'ailleurs, donc les pratiques changent. Hein, les établissements sociaux et médico-sociaux sont sensibilisés maintenant au fait de devoir réserver quelques places pour les situations critiques. C'est devenu une forme d'automatisme qui ne l'était pas forcément avant. Hein, avant, c'était c'est pas pour moi. Non, moi, vous voyez, nous, c'est pas tellement le genre de personnes qu'on accueille. Hein, donc c'est un petit peu facile. Donc maintenant, il y a un changement d'attitude, hein, et c'est pas forcément une place complète, ça peut être une réponse partielle. Et comment on peut adapter les emplois du temps de la personne pour essayer de caser des temps partagés. Il reste encore un travail à faire. Il reste encore des établissements sociaux et médico-sociaux et des services qui refusent des admissions et pour lesquels il y a encore un gros travail de pédagogie. Les conventionnements, hein, donc au-delà du partenariat, on peut aller jusqu'au conventionnement pour fédérer les acteurs, inscrire des engagements mutuels, hein, parce que le conventionnement, c'est pas uniquement demander de l'aide à un partenaire, mais c'est aussi de dire, ben voilà, nous, on peut mieux travailler ensemble. Moi, je peux apporter ceci, vous pouvez apporter cela, et le fait de le fusionner et de l'écrire noir sur blanc dans une convention, ça permet un engagement un petit peu plus pérenne qui va au-delà des connaissances. Voilà, on se donne
on se renvoie un peu la balle, on compte l'un sur l'autre. Et bien, quand la convention inscrit cela dans la durée, ça va au-delà, par exemple, du turnover des personnes qui se sont entendues sur des situations. Donc, la modularité des réponses devrait pouvoir s'appliquer à terme pour l'ensemble des personnes en situation de handicap, hein, donc avec un développement et une montée en puissance de ces conventionnements. Donc l'axe 3, hein, je disais tout à l'heure qu'il était encore perfectible et encore à développer. Donc les MDPH sont tout à fait d'accord et de bonne volonté par rapport à cet axe, mais certaines nous ont confié, alors probablement que ça a évolué depuis fin 2020, début 2021, elles n'ont pas forcément les outils pour mettre en œuvre cet axe 3 de participation et d'accompagnement par les pairs. Donc on a repéré quand même quelques initiatives. Donc en Corrèze, le CDCA, donc le Conseil départemental de consultation pour l'autonomie, a mobilisé les associations d'usagers et les GEM pour proposer des représentants dans les commissions d'admission et d'orientation. En Haute-Vienne, il y a un groupe de travail avec le centre hospitalier d'Esquirol, hein, qui a beaucoup travaillé sur la question de la participation, notamment avec leur médiateur de santé père, pour élaborer un cahier des charges afin de constituer un groupe de pairs aidants qui aiderait à évaluer les saisines PAG anonymisées. Donc ces personnes, hein, c'était à l'époque, ça nous avait été présenté, on n'a pas eu d'informations sur est-ce que ça a été mis en place, est-ce que ça a bien marché. Donc des personnes qui sont concernées par le handicap et qui pourraient poser des questions et amener les professionnels à envisager la situation sous un angle auquel le gosse n'aurait pas pensé. Hein, donc un petit peu un laboratoire en fait, hein, de réflexion sur comment on peut modifier les pratiques. En ce qui concerne les formations qui inviteraient des formateurs pairs qui permettraient donc de faire profiter de leur expertise d'usage, eh bien pour l'instant, à l'époque, on avait repéré que la MDPH du Lot-et-Garonne avec un formateur pair de l'APF. Donc peut-être que depuis, d'autres MDPH ont développé les formations dont on parlait aussi tout à l'heure en introduction avec les situations d'autisme sévère. 5 MDPH ont quand même évoqué des projets, mais elles disaient oui, on est tout à fait partant pour mettre en place et développer la participation. On aimerait des outils, des formations, des conseils. Cette journée y contribue aussi, on espère. Donc l'axe 4, c'est comment on accompagne le changement par des nouveaux outils, des formations. Donc on a nommé bien sûr Via Trajectoire, on aura une illustration tout à l'heure par Madame Boubien et la MDPH de Charente. Hein, donc la Via Trajectoire étant un outil d'aide à l'orientation et à l'admission en établissement. En 2021, donc, il était déployé dans toute la Nouvelle-Aquitaine, sauf en Charente-Maritime. Et on note quand même un accompagnement des établissements indispensable à la prise en main de cet outil. Donc ça a été notamment le lieu de réunions d'information organisées par la MDPH de Charente et aussi à fixer des niveaux d'inscription selon les démarches effectuées et les réponses obtenues, mais on verra ça très vite après. D'autres fonctions de Via Trajectoire sont attendues et probablement que maintenant elles sont en œuvre. Le système d'information commun des MDPH, qui était attendu depuis assez longtemps, donc en 2020, il était en place pour le niveau 1 et en déploiement sur le niveau 2. Donc l'objectif, c'était donc de moderniser, de simplifier et d'optimiser l'instruction et le suivi des demandes de leurs usagers, d'harmoniser les pratiques, de repérer bien sûr le plus rapidement possible les situations critiques et notamment celles où il y a un risque de rupture important. En matière de pratique d'admission, on s'est vite rendu compte avec la démarche RAPT qu'il fallait aussi proposer un travail
en lien avec les pratiques d'admission. Donc, des instances ont été mises en place ou des outils un peu plus spécifiques pour prioriser et fluidifier les parcours. Alors, en Dordogne, on a repéré donc un travail avec les autorités de tarification et les établissements pour élaborer une grille de priorisation des demandes qui se basait sur les grilles Séraphin avec une cotation dans la même idée que celle de Via Trajectoire de 1 à 5 en nommant le niveau 5 le plus prioritaire. En Pyrénées-Atlantiques, donc un travail un peu similaire avec un autre outil en collaboration avec le conseil départemental, l'ARS et l'éducation nationale, une charte de critères communs de priorisation d'entrée en établissement. Alors, on se rend bien compte que c'est vraiment un moment tout à fait crucial pour éviter, tant que faire se peut, les situations complexes et critiques. Et les fameuses communautés 360, donc il est bien clair qu'à l'époque de l'étude, on était vraiment tout au début, avec un début un petit peu chamboulé par la crise Covid qui n'avait pas été anticipée, contrairement aux communautés 360, qui devaient se déployer un petit peu plus tard. Donc elles ont pris forme en fait un peu plus tôt via une plateforme téléphonique. Donc c'était une des possibilités. Les référents RAPT, donc, à l'époque de l'étude, s'appropriaient déjà peu à peu le nouveau dispositif Communauté 360, mais à l'époque, elles demandaient un petit peu plus de visibilité pour articuler 360 et RAPT. Donc, on aura quelques éléments d'information plus précis au cours de la journée. Voilà, donc pour terminer cette présentation, quelques éléments sur les atouts, les limites et les attentes des MDPH. Les entretiens avec les 12 MDPH de la région ont été très riches. Et en même temps, on se rend compte que c'est une région avec 12 départements et avec des configurations, des particularités territoriales très différentes. Et donc, les constats qui peuvent être faits dans le nord de la région, c'est différent dans le sud ou dans un département très rural par rapport à un département très urbain. Il y a quand même beaucoup de diversité. Bon, le premier constat quand même que peuvent faire les MDPH, c'est que RAPT, avec la transformation de l'offre médico-sociale qu'il implique, a permis de travailler de façon plus apaisée et plus opérationnelle avec les établissements médico-sociaux, notamment pour les encourager à ce qu'il y ait une fluidité dans les parcours des jeunes et que dès lors qu'une prise en charge en établissement n'était plus nécessaire, que ces jeunes puissent bénéficier d'un accompagnement ambulatoire et libérer la place pour d'autres. Plus particulièrement, la mise en place des PAG, ça a montré vraiment une volonté générale quand même de faire au mieux, de faire chacun un petit bout pour arriver à des solutions transitoires. Alors quelquefois on peut dire que c'est du bricolage, mais après ça peut être aussi positif du bricolage. Finalement, en chacun y mettant un petit bout, on arrive à faire quelque chose qui évite à une personne de se trouver totalement en rupture. Et on est inventif, il y a des solutions qui sont très modulaires, qui sont innovantes, avec quand même cette perspective de renforcer l'inclusion. Il y a aussi quand même une meilleure anticipation du passage à l'âge adulte. C'est toujours des moments délicats. Alors après, il y a toujours des jeunes qui se retrouvent en situation d'amendement Creton. Là, c'est un problème de manque de place peut-être. Mais il y a quand même des parcours qui sont pensés de façon anticipée. Et là aussi, RAPT a impulsé tout ça. Et puis, pour les familles, il y a vraiment un effet très apaisant. Ça rassure les familles de voir que c'est compliqué avec leur enfant. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ont été en échec. Mais là, à un moment donné, elles voient qu'il y a une concertation entre les différents acteurs et elles se sentent quand même un peu moins seules, un peu moins isolées face à cette situation difficile.
Alors, il y a quand même des limites. Les limites, c'est un petit peu le côté négatif du côté positif que je viens de vous présenter. La crainte des MDPH d'être parfois contraintes de faire de l'inclusion par défaut. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un très fort mouvement de transformation des places d'établissement en places de CESAD. C'est un mouvement qui est national, qui est bien engagé en Nouvelle-Aquitaine, qui se poursuit depuis plusieurs années. Mais bon, les MDPH voient quand même des situations qui leur arrivent pour lesquelles c'est une réponse en établissement qui va être nécessaire, peut-être pas pour toujours, mais pour au moins un temps, pour conforter certaines choses, apaiser certaines choses. Et là, il y a quand même cette crainte qui persiste. Quelquefois aussi, ça a été évoqué, bon, les MDPH apprécient beaucoup l'appui de l'ARS pour les aider à faire de la pédagogie auprès des établissements et les convaincre que il y a des sorties qui peuvent se faire, il y a des accompagnements qui peuvent être mis en place et que vraiment les places en établissement puissent être réservées aux personnes qui cumulent le plus de handicaps et de limitations de leur autonomie. La question des solutions de répit, alors c'est vraiment essentiel pour les familles, hein, c'est une respiration pour les familles. Elles ne sont pas toujours suffisantes et elles ne permettent pas de compenser le manque de place. Il y a des délais d'attente qui sont importants pour entrer dans les ESMS. Ça varie selon les territoires. Il n'y a pas très longtemps, en Pyrénées-Atlantiques, ça pouvait être jusqu'à 3 ans pour entrer en IME. Donc, c'est quand même des situations qui sont compliquées à gérer et qui sont renforcées par le fait que le dernier recensement qu'on a fait en septembre 2021, donc il y a quelques mois, il y avait 893 jeunes relevant de l'amendement Creton en Nouvelle-Aquitaine, une très forte augmentation par rapport à l'année précédente. Donc, c'est des jeunes qui continuent d'occuper des places dans les établissements pour enfants et adolescents, faute de la situation dans le secteur adulte. Mais bon, vous comprenez bien le problème des vases communicants ou du coup pas communicants. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, la question des refus d'admission. Bon, tout à l'heure, Jean-Yves Barrère parlait de jeunes qui n'étaient pas dans l'agrément. Donc, bon, ça continue à persister. Quelquefois, les MDPH estiment que ce n'est pas suffisamment argumenté de la part des établissements. C'est vrai qu'il y a eu une réforme des agréments, de la nomenclature, avec finalement, il n'y a plus d'agrément déficience intellectuelle sans trouble associé. Bon, les établissements, au fur et à mesure de leur réactualisation de l'autorisation, vont revoir leur agrément, mais ça peut maintenir des blocages qui sont préjudiciables aux enfants. Comme autre difficulté, il y a un problème aussi qui est récurrent, qui est le non-financement des transports, d'une certaine partie des transports. Ça peut mettre en échec un PAG et démobiliser les familles quand il faut qu'elles se chargent d'emmener leurs enfants sur divers lieux et que ces transports ne sont pas pris en charge. Et puis enfin, il y a toujours une difficulté, même si dans beaucoup d'endroits ça marche mieux, mais de lien avec le sanitaire qui est souvent, par faute de moyens humains, du côté du sanitaire, pédopsychiatrie et psychiatrie notamment. Pour terminer, les attentes qu'ont exprimées les MDPH. Alors, il y en a beaucoup qui ont déjà été évoquées et puis qui sont déjà en cours de mise en œuvre. Bon, des attentes pour améliorer la connaissance de l'offre et des publics. Donc, notamment, ont été cités fin 2020 les PCPE. Bonne nouvelle, depuis lors, une étude sur les PCPE a été réalisée en Nouvelle-Aquitaine et on continue avec un groupe de travail qui s'est réuni hier pour travailler à des indicateurs de leur activité qui soient suivis. C'est des études que vous avez un petit papier pour les télécharger sur le site du CREAI. Avoir des outils opérationnels aussi pour un meilleur suivi de la démarche RAPT. C'est vrai que les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure, les éléments quantitatifs, ils sont faits sur des grilles proposées par la CNSA qui ne sont pas toujours très adaptées, très lisibles, ni comprises de la même façon par tous les acteurs. Donc ça pose un problème quand même après sur les données qu'on fait remonter.
voilà, le pilotage de l'ARS est essentiel pour mettre en place cette démarche, quel que soit le niveau, le pilotage régional, appuyer à l'utilisation de vieilles trajectoires, on va en parler, aider à analyser les besoins, inciter les SMS, être présent aux gosses, et puis aussi travailler en place sur quelques MDPH, voilà, qui est des instances de priorisation des admissions qui puissent être mises en place. Ça, c'est vraiment très aidant pour les MDPH, pour les ESMS aussi, et là aussi, le pilotage et la gouvernance de l'ARS sont indispensables. Bon, les partenariats, on en a parlé, je vous en reparle pas. Et puis, bon, finalement, le dernier levier qui est toujours essentiel, c'est les formations pour bien diffuser cette logique auprès des acteurs, les nouveaux acteurs, et des formations croisées sur les terrains. Voilà, je vous remercie. L'étude complète peut être téléchargée sur le site du CREAC. Merci beaucoup pour ce tableau générique un petit peu du bilan, avec, comme vous l'avez vu, un certain nombre de données qui sont déjà en partie obsolètes parce que ça avance très vite, que l'évolution des pratiques et des actions se déploie sur tous les départements à leur rythme. Mais bon, on espère pouvoir tenir à jour peut-être cette feuille de suivi de RAPT pour pouvoir, là encore, rendre visible dans quelques mois, quelques années, les nouvelles évolutions, les nouvelles avancées constatées dans la mise en œuvre de réponses accompagnées pour tous. Je vais inviter... alors, est-ce que vous avez, là encore, est-ce que vous auriez des questions ou des demandes d'informations complémentaires ou pouvoir expliquer une donnée ou un élément qui vous a été présenté? N'hésitez pas. Oui. Oui, mais merci en tout cas pour l'étude parce qu'elle fait remonter le bon comme le moins bon et c'est toujours un signe d'objectivité, donc c'est intéressant. La deuxième chose, c'est que je voudrais juste effectivement renforcer cette idée qu'il faut, à mon sens, il faut retravailler sur les indicateurs parce que ça renvoie à des réalités qui, déjà, c'est très chronophage. L'ARS, la CNSA nous demande de renvoyer des éléments. Moi, je m'y perds. C'est que ça doit être un problème d'intelligence. Je pense que je suis pas assez intelligent. Et ce qui est surtout tout frustrant, au-delà du temps que ça demande et de la compréhension, c'est qu'on peut pas en tirer quelque chose de très concret. Alors, même si votre étude est extrêmement intéressante d'un point de vue qualitatif, on s'y retrouve bien. Mais sinon, c'est pas possible. Les pratiques sont tellement différentes. Ne fût-ce qu'une seule question, une seule. Quand est-ce qu'on parle d'un PAG dans les 12 départements? Quelle est la porte d'entrée du PAG? Est-ce que c'est un coup de fil? Est-ce que c'est une fiche de saisine? Et à partir de là, de quoi on parle? Moi, j'ai vu des choses qui, dans ma pratique, là, je m'y retrouve pas, par exemple. Je dis pas que j'ai raison, mais je dis que je peux pas la positionner par rapport à l'ensemble de ce qui se fait. J'entends bien, mais bon, c'est aussi la richesse et la diversité de RAPT, c'est-à-dire que on voit bien que le rythme, les modalités de mise en place sont très diverses, et donc c'est compliqué également de construire des indicateurs solides. Mais c'est notre projet aussi, et vous savez que on réunit autour d'une fois par an l'ensemble des directions de MDPH pour justement travailler sur les indicateurs de leur propre activité, ce qui remonte à la CNSA, et ce que là où vous dites j'ai un petit peu de mal à y trouver du sens, on essaye. Alors vous savez qu'on est la seule région d'ailleurs en France à faire ce travail de traitement des rapports d'activité, parce que les rapports d'activité des MDPH remontent à la CNSA. Il y a le rapport global, rapport d'activité des MDPH, mais quand je vous dis, quand je rencontre la MDPH de la Guyane, donc vous dire que la réalité, il ne s'y retrouve absolument pas dans ces tableaux nationaux qui ne veulent rien dire. Donc effectivement, il y a un vrai travail d'appropriation de ces données au niveau local, et il faut que ça se fasse avec les personnes qui les produisent, parce que si on vous demande de remplir des tableaux auxquels, comme vous dites, je n'y mets pas de sens et de compréhension, ça n'a aucun intérêt. Alors ça a peut-être un intérêt pour la CNSA, on n'en sait rien, mais pour nous, ça n'en a pas grand-chose. Donc effectivement, retravaillons, à la limite, inventons demain
d'autres indicateurs des moments où chacun y met du sens et de la compréhension. Donc oui, ça fait partie de nos projets. Monsieur ? Oui, merci. Hubert Poustis, directeur de l'IMP Saint-Joseph, Institut Don Bosco. Je voulais revenir sur la question des nomenclatures finesses. Et donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en 2018, cette nomenclature a changé beaucoup de choses puisqu'elle a fusionné 7 publics en tout, 7 catégories de publics pour les IME, qui accueillent déjà aussi des publics TSA et des publics avec déficience psychique. Donc, était relevé le refus de certains établissements éventuellement d'accueillir, ce qui n'est pas forcément vrai. Ce qu'il faut avoir conscience aujourd'hui, c'est que les IME ont beaucoup de catégories de publics et que c'est les seuls établissements, en France en tout cas, qui ont été touchés de cette façon-là. Donc les difficultés que rencontrent les IME, et quand on parlait de tout à l'heure de questions d'individualisation, c'est ça les questions qui se posent aujourd'hui dans les IME, c'est que de plus en plus on doit s'occuper des enfants de manière individuelle, c'est-à-dire faire des projets. Et dans une institution et dans un collectif, c'est pas si évident que ça. Ça demande un certain nombre de moyens. Donc je pense que quand même il y a une réflexion peut-être à avoir sur ce qui se passe actuellement, sur tous les publics qui convergent vers les IME. Je crois que, peut-être Bénédicte pourra compléter sur la question des fusions des agréments parce qu'elle a travaillé cette question-là. Mais là où vous pointez du doigt une vraie question, c'est que personnellement, je pense que les IME sont les structures médico-sociales qui ont le plus bougé, qui se sont le plus transformées au cours des 5 ou 10 dernières années. Et pour autant, chercher un texte sur les IME en dehors des annexes 24 de 1989, vous n'en trouverez pas. Vous allez trouver le décret sur les ITEP, vous allez trouver le décret sur les DITEP, vous allez trouver toute une série de recherches et de travaux qui ont été faits là encore pour les ITEP. Cherchez pour les IME, vous n'en trouverez pas. Donc effectivement, moi je pense que vous avez une capacité d'évolution extraordinaire, vous l'avez démontré, mais je crois que ce serait intéressant à un moment de faire un point d'arrêt, et de dire qu'est-ce qu'on attend de vous finalement. Pour quel public ? On n'arrête pas de dire que là on vous pousse de plus en plus à prendre en charge des publics les plus en difficulté. Pourquoi pas ? Que ce soit clair, qu'on vous donne les moyens, qu'on vienne renforcer aussi la partie médicale et les liens avec les partenaires nécessaires. Et je pense que vous y arriverez très bien parce que vous avez déjà démontré 1000 fois que vous étiez capable de le faire. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est ce côté un peu attrape-tout et en même temps cette non-réflexion sur qu'est-ce qu'on attend d'un établissement pour enfants qu'on appelle IME aujourd'hui dans la France de 2022.